C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir sur un sujet à la fois passionnant, sur un sujet probablement difficile, sur un sujet qui posera bon nombre de questions. J'essaierai d'y répondre du mieux possible parce que vous savez, la science ne connaît pas les réponses à toutes les lois de la nature. Mais nous allons cheminer ensemble pendant une heure au cours d'un débat qui viendra clore cette soirée. Je ne pouvais pas commencer cette conférence sans vous projeter le sympathique visage de Jeanne Calment, qui, bien évidemment, par son exemplarité à la fois biologique et médicale, interpelle toujours les scientifiques. Alors on pourrait converser longuement sur Jeanne Calment. Je rappellerai simplement une anecdote qui est intéressante et qui, quelque part, pose déjà une première question pour cette conférence. Jeanne Calment avait vendu son appartement en viager. Et la personne qui a acheté le viager est décédée avant elle. C'est sûr qu'il y a là déjà une interrogation sur l'inégalité qui est loin d'être une loi exceptionnelle dans la nature. Alors, venons-en aux propos qui nous rassemblent ce soir et commençons d'abord pour attirer une attention précise sur le sens des mots. De rappeler, mais vous en êtes convaincu, que le vieillissement n'est pas une maladie, que c'est un phénomène qui est tout à fait normal, qui résulte d'un phénomène simple, qui est l'effet du temps sur les êtres vivants. On différencie donc de manière claire le vieillissement normal, physiologique, qui est l'effet du temps sur les êtres vivants, du vieillissement pathologique, qui est la résultante de maladies, d'accidents de santé, de traumatismes divers et variés, qui vont survenir au cours de l'avance en âge. Mais, au cours de la fin du siècle précédent, il existait un amalgame avec un dogme qui était présent dans l'esprit du plus grand nombre et qui peut-être encore est présent dans vos esprits, dogme qui consiste à montrer et à démontrer, voire affirmer qu'il existe une diminution des grandes fonctions avec l'avancée en âge, bref, le déclin. Ce dogme était complètement faux, c'est une erreur fondamentale parce que le vieillissement n'implique pas le déclin fonctionnel. Des travaux nord-américains sur des populations, vous m'excusez du mot, propres. Cela signifie, chez des personnes âgées, indemnes de toute maladie, c'est du jargon d'épidémiologistes, eh bien des travaux chez des personnes indemnes de toute maladie qui ont étudié le fonctionnement du cœur, le fonctionnement du rein, ont montré que certes, on n'a pas les performances physiques identiques à 80 ans et à 20 ans, mais que les modifications fonctionnelles sont modestes au cours de l'avancée en âge, à partir du moment où il n'y a pas de maladie. Et l'autre enseignement de ces études, c'est qu'il existe une très grande plasticité permettant de corriger un vieillissement erratique. Je m'explique. Le corps humain, les organes ont la possibilité de compenser des dysfonctionnalités, des anomalies, en restituant un réseau fonctionnel autour d'une anomalie qui aurait pu survenir. Donc il est possible de prévenir un certain nombre de maladies. Vous voyez déjà le chemin que je voudrais vous faire emprunter. De manière tout à fait arbitraire, presque lapidaire, on peut différencier trois sous-groupes. Alors les Nord-Américains en distinguent davantage. Ils disent les jeunes vieux, les vieux vieux, les très vieux vieux. Bon, on sera plus élégant dans la présentation et on dira qu'il existe dans la population des pays industrialisés des personnes âgées en bonne santé qui réussissent leur vieillissement. Alors on définira ensemble tout à l'heure ce qu'est le vieillissement réussi. Un deuxième groupe, les personnes dites fragiles, vulnérables. Elles sont 10 à 20% chez les personnes de plus de 60 ans. Elles sont beaucoup plus nombreuses, 45% chez les personnes de 85 ans et plus. Et puis, troisième sous-groupe, des personnes âgées devenues dépendantes. Alors, combien sont-elles en France? Je vous cite le chiffre de 860 000 qui sont les personnes qui bénéficient de l'allocation prestation autonomie. Vous savez, cette allocation qui est versée par le Conseil général du département où l'on habite lorsqu'on a eu un accident de santé avec une perte d'autonomie. Donc on a là le reflet à peu près de la situation au niveau national. Pour illustrer ce que je viens de dire, un schéma, la première courbe à gauche, la courbe bleue, c'est une personne qui à 60 ans fait par exemple une hémiplégie. Ses performances chutent brutalement, se stabilisent à un niveau qui malheureusement, vous le voyez, est bas jusqu'à la fin de son existence. À l'autre extrême, en jaune, ce vieillissement réussit. Alors bien sûr, il y a une petite modification des performances, mais cette modification est modeste. Et puis c'est la falaise, comme disent certains démographes, c'est-à-dire que brutalement la vie s'arrête, mais on a conservé tout au long de son existence des aptitudes physiques et intellectuelles tout à fait satisfaisantes. Et puis en situation médiane, la courbe rose, qui est celle de ces personnes vulnérables, qui ont cumulé des petits accidents de santé, certes pas très graves, mais qui, s'ajoutant les uns aux autres, s'intriquant les uns dans les autres au niveau des conséquences, vont engendrer une diminution progressive des performances.
Alors ce groupe des personnes âgées fragiles, les roses, puisque la courbe était rose, sont des personnes qui représentent un challenge pour les années à venir. Si la science, si la gérontologie, si la gériatrie sont en mesure d'appréhender et de maîtriser la fragilité, cet état d'instabilité manifeste donc chez 10 à 20% des 65 ans et plus, on va modifier l'architecture du groupe des personnes âgées et probablement repousser la survenue de la dépendance à un niveau plus intime et plus étroit. Ce risque de perte fonctionnelle qui caractérise les personnes âgées fragiles les place dans une situation d'incapacité non installée, mais qui risque de basculer très brutalement dans un état de dépendance. On voit qu'on est à la marge, on voit qu'on est à la frontière, et il y a là, je le répète, un défi pour les années à venir. Alors les maladies au cours de l'avancée en âge, c'est le titre de cette conférence, est probablement caractérisée par le mot inégalité. Inégalité dans la survenue des maladies. Alors un moraliste du XVIIIe, Vauvenargues, écrivait qu'il est faux que l'égalité soit une loi de la nature n'a rien fait d'égal. C'est tout à fait vrai. Et la grande cause de l'inégalité entre les uns et les autres, c'est la génétique. Vous connaissez autour de vous des familles dites à vie longue, où l'on vit presque à 90, 95, voire 100 ans et plus, et puis d'autres familles au sein desquelles, malheureusement, cette longévité n'est pas atteinte. La génétique est le maître d'orchestre, est le chef d'orchestre et la biologie interne de cette explication. La deuxième caractéristique, c'est la polypathologie et les maladies en cascade. Je m'explique. Plus on avance en âge, plus le risque de survenue de plusieurs maladies qui vont s'associer les unes aux autres est élevé. Et bien souvent, lorsque ces maladies sont présentes de manière évidente ou latente, peuvent survenir des cascades. Je m'explique. On a une insuffisance cardiaque bien maîtrisée, on fait une grippe l'hiver, on décompense l'insuffisance cardiaque, on est fatigué, on est alité, on fait une phlébite, et ainsi de suite. Donc complications en cascade qui sont malheureusement le lot de ces personnes, notamment fragiles, que j'évoquais. Autre caractéristique des maladies au cours de l'avancée en âge, c'est l'importance des maladies chroniques qui sont source d'incapacité. Alors on parlait de la dépendance tout à l'heure, mais pensons par exemple aussi à des maladies chroniques telles que l'ostéoporose, à des maladies qui évoluent au long cours telles que des maladies neurologiques dégénératives. On en évoquera quelques exemples tout à l'heure. Le risque de dépendance et la menace qui bien évidemment nous interpellent les uns les autres, et nous voudrions à tout moment que tout soit fait pour éviter un jour de connaître cette situation. Et puis enfin, j'attire votre attention, et nous en reparlerons, sur les effets indésirables des médicaments qui caractérisent grandement les personnes âgées qui sont de grands consommateurs de médicaments. Alors je vais prendre quelques exemples, rassurez-vous, ce ne sera pas un catalogue. Je prends quelques exemples rapidement pour positionner les caractéristiques de quelques maladies fréquemment rencontrées. Les maladies cardiovasculaires, bien évidemment, c'est un grand chapitre de la pathologie, et je retiendrai simplement l'hypertension artérielle. 54% des personnes âgées de 65 à 74 ans aux USA présentent une hypertension artérielle. L'incidence est moindre dans les pays européens parce que les conditions nutritionnelles sont différentes, et nous y reviendrons aussi. Mais sachez qu'en Europe, en France, bon nombre de retraités ont une hypertension artérielle et ne le savent pas. Cette hypertension est méconnue, elle est lourde de conséquences, et comme preuve, je vous cite des travaux européens qui ont démontré l'efficacité du traitement chez les personnes âgées d'une hypertension artérielle diagnostiquée, avec des moyens simples, une surveillance facile. On diminue de manière significative le nombre de décès, on diminue le nombre des accidents vasculaires cérébraux, on diminue le nombre des infarctus du myocarde. C'est simple. Pourquoi ne pas s'y plier? Et puis, autre perspective importante, on sait maintenant que dans les démences qu'on a communément l'habitude d'appeler maladie d'Alzheimer, 30% d'entre elles sont des démences d'origine vasculaire. Vasculaire, ai-je dit, hypertension artérielle. Le lien entre les deux est probable. Si donc, non seulement on évite des hémiplégies, non seulement on évite des infarctus du myocarde, non seulement on évite des morts brutales, mais si en plus on évite des maladies dégénératives de type Alzheimer, rendez-vous compte combien un simple paramètre de surveillance facile, d'accès quotidien, peut permettre d'améliorer de manière significative la qualité de la vie. Deuxième exemple, les cancers. 240 000 nouveaux cas de cancer par an en France, dont plus de la moitié chez des personnes de plus de 65 ans. Alors bien évidemment, ce plus de la moitié peut vous faire frémir. Sachez que si on réunissait tous les centenaires présents en France, de sexe masculin, je serais tenté de dire que 98% d'entre eux ont très sûrement un petit cancer de la prostate,
bien tranquillement installé, qui ne fera jamais parler de lui. Mais qu'il y a aussi des cancers qui vont être beaucoup plus tapageurs, à l'âge de 65, 70 ou 80 ans, tout va dépendre du type cellulaire qui est en cause. Ce que l'on peut dire, c'est l'importance du diagnostic précoce et la nécessité pour les pouvoirs publics de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais avec une relative lenteur. Et je pense notamment au dépistage du cancer du sein, qui était réservé jusqu'à il y a encore peu de temps aux femmes de moins de 60 ans, voire de 65 ans. On est en train de pousser cette limite supérieure. Il faut bien évidemment que ce dépistage soit ouvert au plus grand nombre, parce que le diagnostic précoce va permettre une thérapeutique adaptée. Alors je signale au passage, mais vous en avez entendu par les médias, le rôle tout à fait particulier que joue l'Institut national du cancer, avec notamment, et c'est prévu dans ses statuts, le développement de stratégies d'études, de recherche et de thérapeutiques spécifiquement dédiées au cancer des personnes âgées, car bien évidemment les cancérologues ont noté comme nous qu'on pouvait à 75 ans, alors qu'on est en pleine forme, présenter un cancer qui est la seule pathologie du moment et qui à ce titre va mériter des stratégies parfaitement adaptées que nous ne connaissons peut-être pas encore parfaitement parce que tous les protocoles de recherche sur les cancers s'arrêtent habituellement à 70 ans. Donc vous le voyez, il y a là un champ de recherche fantastique sur une pathologie fréquente et sur des possibilités pour les mettre à la disposition du plus grand nombre. Troisième exemple, l'ostéoporose. C'est la fragilité des os, avec un risque accru de fracture du poignet, des vertèbres, des hanches. C'est 30 à 40% des femmes ménopausées. Après 50 ans, une femme sur 3 et un homme sur 8 subiront au moins une fracture par fragilité osseuse liée à une ostéoporose. Les fractures de hanches sont des fractures redoutables, même si on a actuellement des moyens chirurgicaux fantastiques, même si on a actuellement des anesthésistes qui ont largement progressé dans leur technique. Sachez quand même qu'un patient sur 5 décède dans les 6 mois et une personne sur 3 retrouvera son autonomie complète. Donc c'est loin d'être anodin, et lorsqu'on sait qu'il y a un lien de causalité avec l'ostéoporose et qu'il y a un lien de causalité avec à la fois bien sûr la ménopause chez la femme, mais aussi les conditions alimentaires, les apports en calcium et en protéines, il y a là un champ de prévention tout à fait important et qui a nécessité notamment une réaction vive au niveau de la communauté européenne dont on parlera tout à l'heure dans le champ de la prévention. Certains ont peut-être reconnu Alois Alzheimer, dont on fêtera l'année prochaine le 100e anniversaire de la publication du texte dans lequel il décrivait une maladie tout à fait originale chez une femme qui présentait une maladie qui porte maintenant son nom. Mais est-ce vraiment une maladie nouvelle? J'ai retrouvé ce texte chez Juvénal, qui est un poète latin du 1er siècle. Lisez avec moi. « Misère pire encore que toutes les déchéances physiques, le vieillard n'a plus sa tête à lui. Il ne se rappelle pas le nom de ses esclaves, il ne reconnaît ni le visage d'un ami avec lequel il a soupé la nuit passée, ni les enfants qu'il a engendrés. » Bon, je ne sais pas si c'était une maladie de type Alzheimer, mais il est vrai que les circonstances prêtent à similitude. Alors vous avez sur ce transparent 3 personnages de l'histoire récente, confrontés et touchés directement par la maladie d'Alzheimer, Lénine, Reagan et Rita Hayworth, dont la fille a été la première aux États-Unis à créer une association de familles pour défendre les familles et faire un lobbying tout à fait puissant auprès des pouvoirs publics. Alors cette maladie est tout à fait importante parce qu'elle touche pratiquement 800 000 Français et Françaises, que nous avons largement progressé depuis 1994, qui a été une année charnière avec des médicaments qui apportent un progrès, qui ne sont pas encore la guérison assurée. Mais je dois dire que je suis personnellement impressionné par la richesse des recherches qui sont faites dans ce domaine. Vous me direz, l'urgence est importante. Probablement que les résultats sont encore modestes, mais peut-être pouvons-nous espérer que dans les 20 années à venir, nous progressons de manière significative. Les troubles sensoriels, je les cite parce que le nombre de glaucomes méconnus chez des retraités, chez des personnes, quel que soit l'âge d'ailleurs, avec des conséquences fonctionnelles dramatiques. Des personnes qui ont des troubles de l'audition et qui pensent que c'est normal parce qu'on vieillit et qui ne pensent pas à bénéficier d'un examen adapté et peut-être d'une aide prothétique qui pourrait les aider. Pourquoi signaler les troubles sensoriels? Parce que les sens, c'est l'organe de la communication. Ce sont les organes de la vie relationnelle. Et si donc l'une des caractéristiques importantes du vieillissement est l'isolement, bien évidemment les troubles sensoriels vont majorer cet isolement en limitant les relations avec l'entourage. La dépendance, on en a déjà un petit peu parlé, ce sont des incapacités qui vont survenir, une ou plusieurs causes intriquées chez la même personne. Bien sûr, les démarches préventives permettront
le plus en amont possible de tenter d'éviter de se trouver dans ce type de situation, mais aussi la compensation par des moyens médicaux, par des aides humaines et par des aides techniques, les technologies modernes, sophistiquées, mais ô combien utiles, permettent d'apporter un concours important aux personnes qui souffrent de handicap ou d'incapacité à domicile, les aidant ainsi dans leur vie quotidienne. Les médicaments. Alors, vous connaissez sûrement les dessins de Faisan, les vieilles dames. Il y a un très beau dessin où les deux vieilles dames sont à table. Il y a peut-être une assiette avec quelques condiments, mais il y a surtout des fioles, des tubes, des médicaments divers. Et l'une d'elles dit à l'autre, n'oublie pas de prendre ton repas pendant tes médicaments. Je crois que Faisan a parfaitement démontré, par ce simple schéma, le paradoxe qui est celui des maladies liées aux médicaments. On appelle ça dans notre jargon la iatropathogénie, c'est-à-dire les maladies liées au rôle du médecin par la prescription de médicaments. L'augmentation significative du risque médicamenteux avec l'âge est maintenant clairement démontrée. La polypathologie dont je parlais tout à l'heure incite à la polypharmacie, incite à l'automédication, incite à des erreurs parce qu'on ne lit pas bien l'écriture de cochon du médecin, et donc à ce titre, on arrive à des erreurs et à des catastrophes. Il y a donc là tout un travail de pédagogie qui est absolument déterminant. Souvenez-vous, l'hypertension, c'est simple. Ben là aussi, c'est simple. Il faut hiérarchiser les priorités. Ça, c'est le travail du médecin. Il faut ajuster les doses, sécuriser les prises. C'est aussi le travail du médecin et de l'entourage familial. Éviter les interactions nocives. C'est le travail du médecin. Repérer les effets indésirables. Et puis, éduquer le patient et son entourage. Je crois que face à des situations où la chronicité est la caractéristique même d'un certain nombre de situations, il convient que le mot éducation prenne tout son sens. On y reviendra dans les mesures à prendre. Un dernier chapitre que j'évoque dans les pathologies, je voudrais attirer votre attention sur la santé des aidants familiaux. On parlait de la dépendance tout à l'heure. Eh bien, nous connaissons les uns et les autres des femmes de 65, 68, 70 ans qui ont à charge leur mère ou leur belle-mère devenue dépendante. Elles ont à charge en même temps d'ailleurs leurs enfants et leurs petits-enfants, et notamment les petits-enfants qu'elles n'hésitent pas à garder le mercredi pour permettre à leurs enfants, dont parfois l'un d'eux est au chômage, à trouver du travail. Je suis un peu Zola là, peut-être, hein, mais c'est des réalités qui sont les réalités de la vie de tous les jours. Eh bien, ces femmes sont confrontées à une souffrance psychologique intense que représente l'aide à apporter à une personne âgée dépendante. C'est le stress chronique. C'est le report de ses propres soins médicaux. L'hypertension artérielle dont elle a entendu dire qu'il conviendrait de la surveiller, elle n'a pas le temps d'aller faire surveiller sa tension. L'augmentation des troubles cardiovasculaires est démontrée dans bon nombre d'études liées au stress. La fatigue, les troubles du sommeil, la consommation de psychotropes, la dépression et même un risque de mortalité accrue. Il y a là un véritable problème de santé publique qui est celui de la santé des aidants familiaux et de la contribution familiale dans l'aide apportée aux plus âgés. Et ce sera l'avant-dernière diapositive que je vous présenterai tout à l'heure parce qu'elle pose une question de nature politique qu'il conviendra que les citoyens résolvent par leur bulletin de vote. Que veut dire soigner ? Si on est malade, il faut être soigné. Alors, je n'ai pas retrouvé la phrase de Platon, mais de mémoire est écrit « Nul ne devrait s'occuper des corps s'il ne sait s'occuper des âmes ». Voilà qui pose parfaitement le problème. Alors Sacha Guitry a dit à sa manière quelque chose qui a la même signification. Tel médecin s'occupe du foie, tel autre du poumon, mais qui s'occupe de l'homme ? Nécessité, et ça devrait être souligné, d'une prise en charge globale intégrant, lorsqu'on est malade, que l'on soit jeune d'ailleurs ou que l'on soit âgé, mais plus encore quand on est âgé, des facteurs médicaux, psychologiques et sociaux, car, et je vous donne la définition de l'homme selon l'anthropologie, l'homme est un corps, un esprit, un être relationnel avec les autres et avec l'univers. C'est une belle allégorie, mais l'aspect relationnel, l'aspect corps, esprit, être, personne, sont des éléments déterminants qu'il convient de bien se souvenir lorsqu'on est dans une stratégie de santé. Un acteur déterminant, le patient lui-même, c'est l'acteur de sa propre santé. Alors a été publiée en l'an 2002 une loi dite de démocratie sanitaire qui replace la personne au cœur des dispositifs de santé.
alors qu'on soit jeune ou moins jeune. Mais dans les situations qui nous intéressent, les associations de malades représentent un phénomène de société tout à fait intéressant, et je vous citerai un seul exemple. En 1993, aux États-Unis, il y a un certain médecin qui s'appelle Sommer, qui a publié dans un journal nord-américain une petite étude sur 15 cas de personnes qui avaient des troubles cognitifs, probablement une maladie d'Alzheimer, et il leur a fait avaler de la tacrine, qui était un médicament utilisé en anesthésiologie, et puis il a noté que ça les avait améliorés. Bon, la communauté scientifique s'est complètement fichue de ce papier, sauf la très puissante association de famille maladie d'Alzheimer nord-américaine, qui a lu ce papier, est allé voir Sommer, a été convaincu des travaux, peut-être plus d'ailleurs, cette association de famille était-elle convaincue que l'auteur lui-même, eh bien cette association de famille a fait du lobbying et a obtenu du Sénat qu'il débloque des sommes considérables pour qu'on essaye de dire si oui ou non la tacrine était utile à. Et c'était l'émergence des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase qui sont actuellement commercialisés dans nos pays. 4 d'entre eux sont commercialisés pour tenter de freiner l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Rôle fondamental des associations de famille, rôle fondamental des associations de malades. On replace au centre des dispositifs de santé celui qui est directement concerné. Bien évidemment, 2 facteurs sont déterminants dans ce type d'organisation. C'est l'information sur la maladie et l'éducation des personnes et des proches en cas de maladie chronique. Toutes les études montrent que une personne et son entourage familial qui a reçu toutes les informations nécessaires sous forme pédagogique sur la maladie qu'il concerne, qui a reçu des informations sur comment faire face à telle ou telle anomalie, comment gérer telle ou telle douleur lorsqu'on a une arthrose chronique, comment, lorsqu'on a un paquet à soulever ou un effort à faire, faut-il s'y prendre si on est porteur de telle ou telle maladie? On diminue de manière claire les réhospitalisations. On note une meilleure adhésion au traitement. La personne adapte sa vie en fonction de ses difficultés. Et surtout, au final, il y a une plus grande acceptation et une meilleure gestion de la vie quotidienne. Alors bien sûr, c'est des mots qui vous paraissent peut-être un petit peu loin du concret, parce qu'on voudrait tous qu'un médicament miracle fasse disparaître un handicap qui est le nôtre, bien sûr, on pourrait acquiescer à ce type de situation. Mais lorsqu'on est confronté à une maladie chronique, eh bien on peut changer la vie d'une personne âgée qui a une maladie chronique par simplement de l'information, de l'éducation et une organisation adaptée pour sa vie quotidienne. Je termine là la première partie de cette conférence, à laquelle nous avons consacré une trentaine de minutes, pour aborder une deuxième partie qui, me semble-t-il, est incontournable puisqu'il s'agit de savoir si la prévention peut nous aider pour éviter d'aller dans des situations que j'ai décrites comme étant parfois particulièrement délétères. Alors avant, je voudrais clarifier le débat. Les médias n'hésitent pas à organiser de multiples rencontres, réunions, conférences sur en fait ce thème. Restez jeune. Et lorsqu'on voit les publicités, bien qu'il y ait eu un petit mouvement, maintenant c'est la femme de 40 ans qu'on voit vanter les mérites des produits cosmétiques, ce ne sont plus les jeunes de 20 ans, mais on est quand même dans le jeunisme au niveau du marketing et de la publicité. Donc j'aimerais répondre avec vous à cette question. Est-il possible de rester jeune, ou bien est-il possible tout simplement de bien vieillir? Rester jeune, c'est le culte de la jeunesse, on l'évoquait à l'instant, c'est le sérum de jouvence qu'on essaie désespérément de trouver. C'est l'effet du temps sur les êtres vivants, donc on ne voit pas comment on va pouvoir freiner l'effet du temps sur les êtres vivants, à moins qu'on ait la machine à remonter le temps. Et puis éventuellement, rentrons chez vous, feuilletez la Genèse, chapitre 6, paragraphe 3, la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Ça tombe pile poil, vous m'excusez du mot, avec le renouvellement cellulaire normal. Pour en terminer sur la jeunesse et cette ambiguïté par rapport au vieillissement, et si la jeunesse était un état d'esprit et pas un état du corps? Jean Cocteau, on peut naître vieux comme on peut mourir jeune. MacArthur, cette phrase est classique, vous la connaissez sûrement, la jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal.
Vous avez bien compris qu'avec ce que je viens de dire, j'écarte de manière drastique une réponse positive à la question « peut-on rester jeune ?» et que tout mon argumentaire va porter sur la seconde question à laquelle je répondrai oui. Peut-on bien vieillir? Assurément, oui. Parce qu'on a différencié ensemble le vieillissement normal du vieillissement pathologique, qu'on va faire effort pour éviter que le vieillissement pathologique ne vienne nous rencontrer au cours de notre existence, parce que la prévention est efficace, mais la prévention demande un effort personnel. Autrement dit, il faut savoir s'impliquer. Il faut savoir le vouloir. Il faut accepter de faire un effort pour un bénéfice qui n'est pas immédiat, pour un bénéfice qui est lointain, et un certain nombre de personnes sont incapables de se projeter dans l'avenir. C'est une force fantastique que d'être capable de se projeter dans l'avenir et de dire « aujourd'hui, je prends telle décision qui concerne mon hygiène de vie parce que je sais qu'à moyen terme, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh bien, j'en tirerai les bénéfices. » Quel est le souhait du plus grand nombre? Je pense que tout le monde ici dans cette salle va voter à l'unanimité les propositions que je formule. Accéder au statut de vieillissement réussi, vieillir en bonne santé, pouvoir maintenir des capacités physiques et intellectuelles performantes, bénéficier d'une bonne intégration sociale, ne pas être une charge pour les siens, l'eugéria, selon Aristote, belle est la vieillesse qui n'est à la charge de personne, accéder ainsi à la meilleure qualité de vie possible. Ça rappelle un peu mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Certes, mais si on veut tendre vers cet objectif qui est accessible, posons-nous avant la question sur notre mode de fonctionnement et sur notre comportement. Parce que c'est bien dans le comportement individuel que se trouve la clé de la problématique. Très schématiquement, on discerne dans cette salle, vous, auditeurs attentifs que vous êtes, 2 sous-groupes. Un premier sous-groupe qui fonctionne en internalité, c'est-à-dire qui part du principe que ce qui arrive au niveau de ma santé, eh bien j'en suis responsable. C'est parce que j'ai peut-être, pendant une période de ma vie, fumé et bu de manière inconsidérée, ma responsabilité est engagée. Et si donc je prends de bonnes mesures de prévention, je vais être capable de contrôler les événements. Et puis le deuxième sous-groupe, alors c'est un peu schématique, hein, c'est beaucoup plus nuancé, le comportement et la psychosociologie a des nuances et des écoles dans lesquelles je n'entrerai pas, mais le deuxième sous-groupe, c'est l'externalité, c'est-à-dire nous sommes le jouet du hasard, de la chance et de la malchance. En clair, ma santé, mais c'est le gouvernement, c'est la collectivité, c'est la pollution, c'est la sécurité alimentaire, c'est le stress, c'est le tabac dans les collectivités alors que je ne fume pas. Donc je ne suis pas responsable de ma mauvaise santé ou de ma bonne santé. Je suis dans un fonctionnement de pion dans une collectivité, de pion en sens que je suis déplacé et ballotté. Je vous emmène à Delphes, c'est plutôt sympathique en cette fin de soirée, pour vous rappeler que Asclépios, le dieu de la médecine, avait entre autres parmi ses enfants 2 filles. La première Hygiée, la seconde Panacée. Elles avaient toutes les 2 le même pouvoir, le même rôle, la même importance aux yeux de son père. Estimez-vous qu'actuellement, en France, en Europe et dans le monde, la prévention est de belles lettres de noblesse. Force est de constater que c'est plutôt modeste, même si, et nous le verrons, un certain mouvement est en train de s'enclencher pour que la prévention ait la possibilité de faire parler d'elle et surtout puisse toucher le plus grand nombre de personnes qui aspirent à ce vieillissement réussi. Alors, le vieillissement réussi, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est encore une terminologie nord-américaine, Successful Aging, qui est définie de la manière suivante. Réussit son vieillissement celui qui a une durée de vie égale ou supérieure à l'espérance de vie moyenne, qui bénéficie d'une bonne santé malgré l'existence d'une ou plusieurs maladies traitées ou bloquées dans leur évolution. Enfin, dernier élément et pas des moindres, un sentiment de bien-être et de qualité de vie. Alors là, on est dans le subjectif le plus complet. Et là encore, de manière extrêmement schématique, je vous dirais que vous avez peut-être une voisine de palier à gauche qui est physiquement parfaite et qui se lamente tous les jours en disant « vous vous rendez compte, j'ai 75 ans, c'est affreux, c'est dramatique, ma vie est lamentable, etc. » Et puis vous avez une voisine à droite qui est dans son fauteuil roulant
qui a les incapacités dont on parlait tout à l'heure, qui a un sourire radieux, et qui explique qu'elle attend avec intérêt la visite de son petit-fils parce qu'il va arriver dans 2 heures et qu'elle est très contente parce que la semaine prochaine, elle sait qu'une vieille amie va lui rendre visite. Donc, vous voyez la grande discordance entre le dialogue du corps et le dialogue de l'âme, hein, pour reprendre Platon. On est là vraiment dans une notion de subjectivité dont l'analyse est difficile à faire. Alors, un paramètre intéressant que je vous signale en passant, les démographes qui s'appuient sur des données statistiques et sur des travaux très pointus, devant lesquels je suis admiratif, ont l'habitude de définir l'espérance de vie à la naissance, hein, qui ne fait qu'augmenter. Un trimestre tous les ans, il y a 2 ans, puis patatras, c'est pas un trimestre tous les ans, c'est 5 mois tous les ans depuis 2 ans. Ça s'accélère. Est-ce que ça va durer longtemps? J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. J'ai assisté récemment à la conférence d'un Américain, le professeur Olshansky de Chicago. Sa conférence était intitulée, je le dis en français, mon anglais étant trop mauvais, est-ce que l'espérance de vie à la naissance va continuer à croître? Sa réponse est non. Alors, il a projeté sur grand écran la carte des États-Unis et des États qui la constituent, avec des couleurs selon les États. Et les couleurs selon les États représentaient le pourcentage d'obésité chez les adolescents. Et il a fait défiler la carte des États-Unis des années 1980 jusqu'à 2003. Alors, lorsque l'obésité est faible, on a du bleu comme le fond mais transparent, et lorsque l'obésité est élevée, on arrive au jaune. On est parti du bleu, on est au jaune. 26% des adolescents sont touchés par l'obésité, avec un diabète de type 2 qui est extrêmement fréquent. Donc pour lui, c'est clair, l'espérance de vie va s'arrêter aux États-Unis, et gardons-nous bien, en Europe, bien que cela commence, à obtenir des scores aussi lamentables, excusez du mot, que les Nord-Américains obtiennent avec une alimentation complètement farfelue. Je ferme la parenthèse. Espérance de vie sans incapacité. Voilà un paramètre intéressant. L'espérance de vie à la naissance, donc, c'est la moyenne à laquelle on peut aspirer, vivre. Je vous rappelle qu'une fille qui est née en l'an 2000 a une chance sur 2 de devenir centenaire. L'espérance de vie sans incapacité progresse plus vite que l'espérance de vie à la naissance. Ça veut donc dire qu'il en résulte un gain de santé, une meilleure qualité de vie, et qu'on aurait tendance à repousser la date de survenue de la dépendance ou des incapacités. Donc, dans un grand élan de satisfaction, on peut dire que nous vieillissons de mieux en mieux, ou de moins en moins, ça dépend dans quel sens on se place. Ce paramètre est intéressant à considérer. Quels sont les facteurs prédictifs du vieillissement réussi? Vous avez là la clé. Alors, j'ai réuni un certain nombre d'études. Alors, ça fait un peu la palissade, hein, je suis d'accord. Mais, pas d'hypertension artérielle ou alors une hypertension artérielle traitée et normalisée, pas d'excès de poids, tabac, alcool zéro, nutrition équilibrée et activité physique régulière, lien social structuré, santé mentale, l'estime de soi, le narcissisme, comme disent les psychologues, la capacité de faire face au changement, l'adaptabilité individuelle à des modifications du cadre de vie, la planification de l'avenir, quel est notre mode de vie, comment gérons-nous notre temps, la quête de sens, là on est dans une considération de nature philosophique, quelles sont nos valeurs, quelle est notre spiritualité. Et vous le voyez dans cette synthèse que j'ai formulée, il y a 3 lignes sur des aspects médicaux, il y a une ligne sur les aspects sociaux, et puis il y a une ligne sur la psyché, c'est-à-dire sur notre âme, notre esprit et la manière dont on se considère soi-même au sein de la société. Donc il y a là une démonstration de ce qu'on évoquait précédemment, à savoir que une personne, c'est pas un tas de cellules organisées en organes, bien sûr c'est ça, mais c'est aussi un être relationnel. Quels sont les moyens, après avoir décrit un certain nombre de perspectives? La lutte contre la sédentarité est un élément déterminant. L'activité physique doit être régulièrement entretenue, et les Chinois nous ont appris il y a déjà bien longtemps que pour vivre 100 ans, fait 10 000 pas par jour. Alors ça rejoint les 30 minutes de marche qu'évoquait il y a quelques années un ministre de la Santé. L'équilibre alimentaire et nutritionnel. Alors on citait l'exemple des Nord-Américains, on peut citer aussi un certain nombre d'habitudes alimentaires qui sont discordantes.
ou de pratiques visant à équilibrer le régime et les conditions alimentaires qui contribuent ainsi à atteindre le vieillissement réussi. Le lien social, c'est un élément déterminant. De rappeler que l'intégrité physique ne résiste pas à la dissolution sociale, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lien social, on est malade, psychologiquement, mais on peut aussi avoir des maladies organiques liées à cette dissolution. D'où l'importance, je le répète, d'une prévention globale, mais aussi d'une autogestion de la santé. Je suis pour l'autogestion au niveau de la santé, je veux dire par là que l'individu prenne en main son propre devenir en termes de gestion de ses habitudes de vie. Alors l'alimentation, peut-être manque-t-il quelques légumes et qu'il y a là trop de fruits, mais c'est pour introduire cette merveilleuse étude, Suvimax. Peut-être d'ailleurs y a-t-il dans la salle, généralement quand on en parle, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais moi je suis un Suvimaxien ». Est-ce qu'il y a un Suvimaxien dans la salle? Il y a toujours un Suvimaxien dans la salle. Merci madame. Qu'est-ce que c'est que Suvimax? Suvimax, supplémentation vitaminique, c'est-à-dire qu'une équipe de chercheurs a eu l'idée de supplémenter en vitamines et en minéraux antioxydants 13 000 personnes âgées de 45 à 60 ans, pendant plusieurs années. Ces supplémentations portaient sur des doses nutritionnelles de vitamine C, vitamine E, sélénium, zinc, bêta-carotène. Et on a surveillé ces personnes en sachant qu'il y avait un groupe témoin, c'est-à-dire que tout le monde prenait la même pilule. Il y en a qui prenaient, sans le savoir, des minéraux antioxydants et des vitamines, et d'autres qui prenaient de la poudre de perlimpinpin. C'est le seul moyen de faire la démonstration scientifique. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Eh bien, on a constaté que chez l'homme, les hommes, une diminution du cancer de 30%, cancer digestif, ORL et du poumon, et chez la femme, rien du tout. Pas de modification. Pourquoi? Parce que les apports en fruits et en légumes, mesdames, est généralement très régulier chez vous. Voilà une démonstration simple qui me permet de dire plusieurs choses. Premièrement, l'alimentation est un élément déterminant du bien vieillir. Deuxièmement, toutes les publicités qu'on peut entendre sur les phénomènes oxydatifs, il faut un traitement antioxydatif, prenez des vitamines, prenez des machins, prenez des trucs et des choses, la DHA et tout ce que je veux, à partir du moment où l'alimentation est équilibrée, on n'a besoin de rien. Alors si bien sûr on est déséquilibré au niveau alimentaire, si bien sûr il y a telle ou telle anomalie qui entraîne des dosages particuliers et qui montre qu'il y a une carence, eh bien on compense la carence. Mais commençons par avoir une alimentation équilibrée et commençons peut-être par donner un accès plus facile aux Français à des consultations diététiques. C'est bien beau de vanter les mérites d'une alimentation équilibrée, encore faudrait-il qu'il y ait des possibilités pour chacun de se renseigner avec une prise en charge sécurité sociale qui permette, puisqu'on est dans le champ de la santé, hein, il semblerait que cela fût légitime. Alors on va en Italie, la tour de Pise qui, vous savez, elle n'est pas bien du tout il y a quelques années, puisqu'elle a failli s'écrouler, nous permet de parler de la prévention des chutes. Voilà une autre approche préventive intéressante et qui, vous allez le voir, à partir du moment où on a une conception globale, devient tout à fait pertinente. L'entretien des performances physiques et le travail de l'équilibre. J'ai le souvenir un jour faisant une conférence de même nature et vantant les mérites des ateliers équilibre destinés aux seniors, et une charmante dame se lève en disant « Regardez, moi, je fais rien de tout ce que vous dites, mais par contre, je danse tous les week-ends. » Elle me dit, bah, vous savez, pour travailler l'équilibre, il n'y a rien de mieux. Bah, je crois que cette dame avait tout à fait raison. Donc, travailler l'équilibre est un élément déterminant, peu importe la méthode qu'on utilise. Il existe des méthodes de nature médicale, il existe des techniques particulières, et je vous en montrerai une tout de suite après. Donc, voilà une première piste. Deuxième piste, la prévention d'ostéoporose. On y revient. La fragilité osseuse. Si on doit un jour, malheureusement, avoir une chute, eh bien, autant que l'os soit solide pour éviter qu'il ne se fracture. Le pied et les chaussures. Il y a de nombreux travaux actuellement sur les chutes chez les personnes âgées et le port de certaines chaussures dont on se demande d'ailleurs, si je devais les porter, comment je pourrais faire quelque part. C'est une habitude de vie. On a l'habitude de ces vieux chaussons ou de ces vieilles charentaises qui sont complètement effondrées, mais qui, effectivement, sont étroitement liées à la personne, mais qui, au niveau du pied, posent quelques problèmes. L'adaptation du lieu de vie. Lorsqu'on a un handicap, eh bien, il suffit parfois de déplacer une commode dans son appartement. Il suffit parfois de mettre une luminosité un peu plus marquée pour éviter que la nuit, en se levant pour aller aux toilettes, on ait quelques soucis dans ce cheminement. Limitation des activités à risque. Combien de retraités estiment toujours avoir 20 ans, mettent un tabouret sur une table pour aller changer l'ampoule électrique?
Bon, il y a un moment où peut-être, même si les performances physiques, je vous l'ai assez dit, n'étaient pas nécessairement altérées, peut-être conviendrait-il de faire passer le bon message. Éducation des personnes pour apprendre à se relever. Lorsque malheureusement on est tombé, il y a des techniques, la technique du chevalier servant, toute une démonstration qui est classique. Le risque médicamenteux, les protecteurs de hanches pour des personnes très fragiles. On met des coques en plastasol, vous savez, comme les coureurs automobiles, comme les coureurs motocyclistes, pour éviter lors d'une chute d'obtenir une fracture. Donc il y a là des techniques. Les systèmes de télévigilance, lorsqu'on est seul chez soi et qu'on a peur de tomber ou qu'on tombe, et bien on appuie sur un bouton et puis on entend les services de secours. Donc oui, prévention des chutes, c'est une terminologie très vaste et c'est des actions multiples qui peuvent changer la vie de la personne concernée. Alors je vous cite cette étude, encore une étude nord-américaine, direz-vous. J'aurais peut-être pu choisir des études françaises, bien qu'elles existent. Ce programme est une étude interventionnelle au niveau de 7 villes des États-Unis sur la prévention des chutes. Alors on a fait des groupes témoins et on a comparé dans des maisons de retraite des techniques. Alors, première technique, travail sur les muscles. Deuxième technique, travail de l'équilibre. Troisième technique, assouplissement. Quatrième technique, association, musculation, équilibre, assouplissement. Et dernière technique, le tai chi. Les résultats sont significatifs. Le tai chi devance l'association, musculation, équilibre, assouplissement. Je suis sûr, là encore, qu'il y a des personnes qui pratiquent le tai chi dans cette salle. Ah oui, quand même, oui, voilà. Donc il y a là, indiscutablement, un moyen de prévention plutôt sympathique, voire même ludique, qui de surcroît se fait habituellement en groupe, donc on cultive en même temps le lien social. Vous voyez, je ne vais pas recommencer ma ritournelle, mais il y a là des perspectives tout à fait intéressantes qui me permettent d'aborder un point essentiel. N'oublions pas qu'il n'y a pas que des facteurs de risque de nature médicale, il y a aussi des facteurs de risque psychosocial, le stress, l'anxiété, les événements de la vie. Certains retraités sont ravis contents pour leur retraite, d'autres vivent ça comme une catastrophe. Le départ des enfants, le syndrome du nid vide, comme disent les psychologues, les conflits au sein du couple, rupture du réseau relationnel, l'isolement, les parents âgés à charge, on en a parlé, la sous-information, élément déterminant chez les personnes notamment très âgées, qui sont dans telle ou telle situation, elles pensent qu'on ne peut rien faire de plus, elles n'ont pas l'information disponible alors que ça pourrait changer leur vie. De multiples initiatives stratégiques sont actuellement fort heureusement engagées pour essayer d'aller dans le sens de ce que je viens d'évoquer. Le Programme National Nutrition Santé, le PNNS, qui arrive au terme d'une première vie pour engager sa deuxième vie et qui a pour objet de proposer des recommandations aux Français, aux professionnels de santé, quand je dis aux Français, c'est des enfants jusqu'aux personnes âgées, avec des directives pour s'alimenter correctement. Alors, concernant les personnes âgées, c'est petit 1, le dépistage, notamment par la médecine de ville, des troubles nutritionnels chez le sujet âgé. Deuxièmement, c'est les apports en calcium et vitamine D pour prévenir l'ostéoporose. Et puis troisièmement, de manière plus générale, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour, et je vous renvoie à Suvimax. Donc ce programme national nutrition santé n'est pas suffisamment connu. Il travaille actuellement activement pour diffuser largement des informations au plan alimentaire pour permettre aux personnes, entre autres, de bien vieillir. Deuxième grand programme, c'est l'ostéoporose dans la communauté européenne. Un plan d'action a été publié en 2003. Je lis simplement le mot d'introduction de la présidente du groupe d'intérêt du Parlement européen sur l'ostéoporose. Je trouve révoltant que le risque sévère de subir une fracture par fragilité ne soit toujours pas détecté dans un si grand nombre d'Européens et qu'il soit privé de thérapies préventives dont l'efficacité a été démontrée. L'objectif du présent plan d'action est de s'attaquer à ce problème en proposant des stratégies concrètes et abordables financièrement en vue de prévenir les fractures par fragilité. Programme européen qui concerne donc toute la communauté. Les bilans de santé. La loi de santé publique 2004, alors là c'est probablement de la cuisine interne de médecins de santé publique, mais dans cette loi de santé publique, il y a tout un chapitre sur les personnes âgées, et notamment sur l'importance des bilans de santé chez les jeunes retraités et chez les personnes de 70 ans. Le ministère est en train de mettre en place ces bilans de santé, et notamment celui destiné aux jeunes seniors, a pour objet de procurer dans le même temps une incitation forte à l'implication dans une activité physique régulière, voire sportive.
justement pour lutter contre la sédentarité et permettre le maintien de l'activité physique le plus longtemps possible. Le programme national Bien vieillir, qui lui repose sur un trépied, qui peut être la conclusion pratiquement de cette conférence, puisqu'il nous dit que petit 1, pour bien vieillir, il faut une alimentation équilibrée, petit 2, avoir un exercice physique régulier, et petit 3, cultiver le lien social. Alors, ce programme national Bien vieillir lance un appel à projet, c'est-à-dire qu'il y a un financement à la clé. Ce financement vient de la CNSA, vous savez, cette caisse pour laquelle certains d'entre nous avons travaillé un certain lundi de la Pentecôte. Cet argent sert au niveau de la CNSA pour un certain nombre de missions, et notamment de développer la prévention dans l'Hexagone. Enfin, le plan national pour l'amélioration de la qualité de la vie des personnes présentant une maladie chronique. Le ministère de la Santé a créé un groupe de travail important qui a essentiellement axé ses stratégies sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'information, l'éducation à la santé et la manière de toucher le plus grand nombre des personnes qui sont concernées. J'en arrive pratiquement à la fin de cette conférence, ayant respecté le temps qui m'était imparti afin de nous permettre de discuter tranquillement dans la demi-heure qui nous restera. Cette photo met en évidence un équilibre un petit peu limite et qui est le sens très exactement de ce transparent. Nous sommes en 2005 et c'est une année charnière, car c'est l'arrivée à la retraite de la première vague des baby-boomers. En 2020, ce groupe numériquement important va solliciter les services d'aide et de soutien, parce que ce groupe commencera à vieillir. Que note-t-on dans l'entourage? Un déséquilibre démographique qui va aller en s'accentuant entre les aidants familiaux et les personnes qui auront besoin d'aide. Que note-t-on en plus? Que les dispositifs de professionnels sont plutôt caractérisés par une certaine pénurie. Allez donc trouver une auxiliaire de vie pour une toilette à domicile si vous êtes en milieu rural. La formation de ces professionnels est en train de se mettre en place, mais s'avère difficile. Mais de toute manière, quelle est la valorisation de ces métiers en termes de projets d'avenir? Donc là, il y a une énorme difficulté. Et puis la question de fond, qui est la question politique qu'on doit se poser. Quel partage de responsabilités faut-il envisager entre les solidarités familiales qui s'épuisent et la solidarité collective en déficit? Je me garderai bien de répondre à cette question, mais je pense que nos bulletins de vote apporteront la réponse à cette question. Je vous cite simplement un exemple, et ne faites pas une interprétation trop rapide de cette anecdote. Je déjeunais récemment avec un professeur de gériatrie belge, auquel je demandais les effectifs en personnel soignant qu'il avait dans la maison de retraite dont il me parlait. Et j'ai été extrêmement surpris d'entendre des effectifs beaucoup plus importants que ceux que nous avons dans notre pays. Et à mon étonnement, il m'a répondu avec un accent que je ne saurais imiter, « Oui, mais nous, on n'a pas la bombe atomique. » Conclusion. Je ne le fais pas exprès avec l'explosion, mais l'explosion des connaissances au service de la qualité de la vie, c'est une évidence. On est impressionné tous les jours, on n'arrive pas à suivre, tellement les connaissances sont de plus en plus nombreuses. Avec toutefois quand même un petit hiatus. C'est que les scientifiques, biologistes, chercheurs, ont acquis des connaissances énormes et il y a un fossé entre la déclinaison de ces connaissances et le quotidien qui vous concerne, vous et moi. Parce qu'entre les deux, bien évidemment, pour la commercialisation de médicaments, il y a l'industrie pharmaceutique, des conditions de commercialisation qui sont extrêmement onéreuses, et bien évidemment, on ne mise que sur des possibilités qui sont pratiquement certaines d'aboutir. Alors peut-être se prive-t-on de solutions qui seraient satisfaisantes, comme peut-être la tacrine aurait pu passer dans les oubliettes si la puissante association de familles n'avait été là pour faire du bruit au niveau du Congrès américain. La longévité, c'est un nouveau défi. C'est une révolution dans les pays industrialisés. On l'a bien vu, avec toutes les questions que j'ai posées et auxquelles je me suis bien gardé de ne pas répondre. Alors on peut dire aussi, et j'en suis convaincu, que c'est une chance pour l'homme de considérer peut-être différemment
le cadre de vie qui est le sien. Bref, pour terminer, je voudrais vous citer un auteur qui conclut, me semble-t-il, assez bien tout ce qui a été dit. Cet auteur a aussi dit « Fais de l'alimentation ton premier médicament ». Et puis plus tard, toutes les parties fonctionnelles du corps, si elles sont utilisées avec modération dans les travaux auxquels chacune est habituée, se développent normalement. Mais si elles ont du mal ou si elles sont sous-utilisées, elles deviennent responsables de la maladie et d'un vieillissement accéléré. Sûrement un grand chercheur. Il s'appelait Hippocrate. Je vous remercie.